Donc GKFX est un broker qui est basé à Londres, donc régulé au FCA. C'est un broker CFD, Forex. On propose une plateforme de trading et en l'occurrence MetaTrader 4 donc, pour nos clients sur tous les marchés, donc le Forex bien sûr, les matières premières, les actions et les indices. Vont vers du trading algorithmique, enfin vers des robots. En règle générale, c'est parce que ce sont des gens qui se sont essayés au trading, qui se sont dit après tout, mon bon sens, ma manière de faire, ma compréhension est bonne, pourquoi pas, je veux bien, moi ça ne me dérange pas, et d'ailleurs c'est le cas de beaucoup d'entre nous, mais je n'y arrive pas, psychologiquement. Donc j'ai besoin de me déresponsabiliser, que le robot travaille à ma place. Bon, après, vous savez, mettre un robot, moi je veux bien prendre un robot en aide à la décision, maintenant en trading pur, là, bon, ça sera un autre débat, on va dire. Mais les banques travaillent comme ça. Non, les banques ne travaillent pas comme ça. Alors, c'est pareil, il va falloir que vous chassiez peut-être énormément de fantasmes sur ce que font les banques, etc. Attention, on pourra en discuter un petit peu à la fin si on a le temps. On fera des questions-réponses sur un petit peu ce qui se passe dans le métier. La dernière fois, j'avais fait une petite présentation comme ça avec un copain qui travaille à la SocGen, sur le Forex, qui a répondu à quelques questions dans ce sens. C'était encore une fois aussi, je lui avais demandé de venir pour justement casser un peu ces mythes, ces fantasmes, les images que vous avez des banques, etc. Donc, bon, avec le stage, on va essayer d'apprendre un petit peu tout ce qu'il faut. Alors oui, c'est ce qui est marqué là au départ. Bon, ben c'est vrai que bon, ça c'est un truc qu'on met d'une manière classique dans les stages qu'on fait à la maison, on va dire. Pendant un temps raisonnable, vous devez négocier avec de petites sommes. Bon, voilà. Je pense que c'est indispensable pour apprendre les mécanismes, pour apprendre le côté approche psychologique des marchés, etc. 6 à 9 mois, pour nous, c'est un peu le délai de travail à réaliser, mais ça demande du boulot, hein, c'est pas 6 à 9 mois à rien faire, il y a pas mal de choses à faire. Parmi les choses diverses et variées, bon, l'effet de levier, le piège de l'effet de levier, des effets de levier insupportables de 100, par exemple, voilà, personne, il n'y a pas de quoi, les professionnels ne font pas ça, oui, par exemple. Il y en a qui s'imaginent que les pros, ils jouent gros, etc. Ils jouent gros parce qu'ils ont de l'argent, mais ils ne jouent pas gros en termes d'effet de levier. D'accord. Par exemple, un trader d'une grande banque, vous avez une idée de la somme maximum qu'ils ont le droit de perdre dans une journée, à peu près, vous avez une idée? Alors vous savez, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du trading, mais surtout ils font du trading en s'appuyant sur des demandes de clients aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Ce qu'ils peuvent gagner, c'est autant qu'ils peuvent, mais ils ont des limites à la perte. 10%? C'est pas en pourcentage, c'est en quantité d'argent, parce que de l'argent, entre guillemets, ils en ont presque autant qu'ils veulent à leur disposition. Mais on leur dit, voilà, vous ne devez pas perdre plus de... Sur une journée, Oui, sur une journée. Vous avez une idée, non? Je sais pas, 100 000, 500 000. Combien? Non, je dirais les chiffres. Non, mais vas-y. 200 000, 500 000, je sais pas. Oui, c'est dans ces eaux-là, c'est 250 000 souvent. Bon, ils ont un stop loss à 250 000. Ok. Ah oui, à la limite... Parce que ça peut être des positions qu'ils ont montées face à un client. Un trader, si vous voulez, ça peut être quelqu'un qui... ils ont un client qui va leur demander un prix sur une quantité. Dire par exemple, 1,13, 50, je te donne tes 100 millions d'eurodoll. Et lui, son rôle, ça sera de se déboucler sur le marché le mieux possible, avec l'écart le plus important par rapport à un 13,50 par exemple. Ça, c'est du trading, mais dans l'acceptation, dans le prix qu'il va faire avec le spread marché, à ce moment-là, le spot, et le prix qu'il va faire au client, évidemment, il va prendre une marge de précaution. C'est son côté aussi, je pense que le marché est plutôt haussier ou plutôt baissier, qui va lui faire choisir le montant de la marge, tout en sachant que le client va demander à lui, peut-être à un autre, la même chose. Après, il faut se déboucler sur le marché, c'est pas toujours ça. Mais les clients, eux, souvent, enfin en tout cas avant ça se passait comme ça passe de moins en moins comme ça, mais ils veulent un prix pour, je sais n'importe quoi, 500 millions one shot par exemple.
ils ne veulent pas s'amuser à passer des ordres au fur et à mesure que le temps passe. Après, j'ai trop vu de gens dire « je me suis fait escroquer par mon broker ». Non, c'est pas ça. C'est que quand vous travaillez sur du marché non centralisé, donc sur du bilatéral, en face de vous, c'est pas un enfant de cœur. En fait, c'est la démocratisation presque donc, du gré à gré. C'est pas qui vous a escroqué, c'est que vous vous êtes mis dans une situation où vous avez eu tort de faire ce que vous avez fait. Par exemple, mettre des stops la nuit, c'est complètement stupide. Bon, et puis voilà, et puis il ne va pas vous faire de cadeaux, c'est évident. Donc c'est pas une escroquerie, c'est-à-dire que souvent vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est tout simplement. Vous voyez? Et il n'est pas là normalement pour vous escroquer. Il est là pour, éventuellement, vous pouvez lui reprocher une chose, c'est que si vous perdez, c'est lui qui gagne. Plus vite que si vous ne perdez pas. Peut-être, ça dépend des brokers. Mais en règle générale, derrière un broker, il y a un market maker qui va vous faire un prix. Lui, vous savez, on va simplifier, mais il a 3 types de clients, ceux qui gagnent, ceux qui perdent et ceux qui s'en sortent. Bon, ben, il laisse perdre ceux qui perdent, il ne se hedge pas, il ne se met pas en face, il ne se couvre pas, et il gagne ce que les clients perdent. Et après, quand il a identifié des gens qui gagnaient, là, il va peut-être se couvrir. Voilà. Moi, j'ai travaillé avec des brokers, j'ai cette preuve, donc je peux vous jurer que c'est vrai, et que si vous m'avez demandé, vous venez au bureau et je vous la montrerai. J'ai une lettre, je ne sais pas si je te l'ai montrée, ou direct, machin te l'a montré, on va pas citer de nom. Tu m'en as parlé, tu m'as pas montré. Ouais, je peux vous la montrer, cette lettre, où le gars nous dit « Votre clientèle ne nous intéresse pas parce que vous gagnez trop d'argent. » Et donc, il demande de partir ailleurs. C'est vraiment une réalité. Tu peux même dire que c'est un leader du marché. Oh non, c'est un petit. Non, c'est un petit. Oh, tu ne te rends pas le nom. Non, c'est pas un gros, c'est rien. Sur le CFD, quand même. Nous sommes dans les locaux de GKFX à Paris, dans le 8e arrondissement. C'est aujourd'hui la journée d'inauguration. Nous sommes avec David Bottin, qui est analyste marché. David, je vais déjà te laisser nous présenter l'entreprise dans son ensemble. Qu'est-ce que GKFX? Depuis quand ce courtier existe? Bonjour Fabien, bonjour Vidéo Bourse. Alors GKFX est une société de courtage qui a été créée en 2009, qui est implantée dans 18 villes de 14 pays différents. Et nous on est arrivé en France il y a quelques semaines maintenant, depuis début juin, donc c'est vraiment tout récent. Aujourd'hui c'est effectivement la journée d'inauguration. On a eu l'honneur de recevoir Jean-Louis Cussac pour une formation Forex. Donc là on a pas mal de monde qui sont encore avec Jean-Louis. Et puis ensuite on va tous se retrouver pour prendre un cocktail sur la terrasse. Donc pour le moment, en plus on a de la chance, il fait beau, donc c'est fort agréable. Parfait. Au niveau de l'implantation mondiale, où est votre siège social, donc le nombre de pays dans lesquels vous êtes présent, mais également les produits financiers que vous couvrez? Alors le siège est à Londres, du coup on est régulé par la FCA, donc, ce qui est l'équivalent finalement de l'AMF mais en Angleterre. Donc je l'ai dit, on est implanté donc, dans 18 villes de 14 pays différents. Et ta troisième question Fabien, c'était au niveau... La classe d'actifs couvertes. Ah, la classe d'actifs couverts. Donc nous on fait du Forex Spot et du CFD. Sur CFD vous allez retrouver les indices, les actions, les matières premières et un petit peu d'ETF. Voilà. Très bien. Vous avez choisi de vous implanter en France, d'ouvrir un bureau de représentation. Quelle est la logique derrière cela? En quoi est-ce important, d'après toi, d'être auprès de l'audience que vous ciblez et d'avoir une équipe française pour accompagner les clients du courtier GKFX? Alors l'idée c'est de se crédibiliser auprès des Français. Il y a très peu de sociétés de courtage qui sont implantées en France, plus notamment sur Paris. Le second point, c'est de se rapprocher de notre clientèle, de pouvoir donner des événements en France, de pouvoir nous par la suite se déplacer. C'est vraiment le point essentiel en tout cas pour GKFX sur cette arrivée sur Paris. Et je pense qu'on sera de plus en plus attractif auprès des Français en pouvant justement nous permettre de donner des événements comme celui-ci. Je pense qu'on sera aussi présent sur les salons prochainement, donc ça va nous permettre d'agrandir notre visibilité auprès des Français. Très bien. Une chose qu'on voit assez clairement quand on arrive sur le site de GKFX, c'est le sponsoring de l'équipe du Milan AC. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En quoi est-ce important pour une société de s'allier et de s'attacher à l'image d'un grand club de foot?
Alors, c'est effectivement important pour la société d'être attaché à un club de foot, mais pas n'importe lequel. Milan, c'est un club qui a eu beaucoup de succès finalement au long de sa carrière. On espère eh bien, pouvoir calquer un petit peu leur image à succès chez nous. Et puis c'est vrai que Milan, étant donné qu'ils sont très souvent présents dans la plupart des compétitions internationales, ça va nous permettre, eh bien, encore une fois, d'accroître notre visibilité sur la place européenne. Merci David pour toutes ces réponses. Merci Fabien. Si tu commences à dire, là on rentre déjà presque dans le truc, mais imaginons, allez, juste avant, je vais shorter à 1,13, n'importe quoi, à 83, tu vois, et je vais mettre un stop à 1,14,13, tu as tout prêt. Et les probabilités de te faire stopper vont être de 98% par exemple, tu vois. C'est-à-dire que tu vas faire des pompes, des trucs pour rien. Tu comprends ? Voilà. C'est ça le problème, c'est que tu vas enfoncer des niveaux, des trucs, sans aucune contrepartie, il n'y aura pas de volume, il n'y aura pas de régularité dans le volume, il n'y aura pas de densité de volume. Mais il peut y avoir une volumétrie globale importante. Mais où est-ce qu'il sera ce volume ? Tu vois ? Il sera peut-être très ciblé, j'en sais rien. Là, on retrouve les trucs, vous voyez la différence. Je vous ai remis les gras grés avec les centralisés, tout ça. Je vous explique les choses différemment. Ça, ce sont les règles des marchés, réglementées sur les futurs, etc. Vous voyez, alors, c'est pareil, sur les marchés qui, quand même, dirigent en général les choses, sur les marchés qui sont organisés, réglementés, etc., les règles de jeu, si vous voulez, imposent des manières de faire et puis imposent des obligations de faire aux différents acteurs des marchés. Donc il est important de connaître les règles du jeu, y compris les échéances, bien évidemment, parce que ça impactera le prix qu'on vous... ça impactera, pas forcément le prix, mais le temps proche de l'échéance, par exemple, il se passera peut-être des choses qui fera que le prix sera peut-être comme ci, comme ça, j'en sais rien, mais il y a des tensions, peut-être des pressions qui vont se mettre en place à certains moments du mois. Donc là, vous avez toutes les règles du jeu. Bon, c'est en anglais, hein. Bon, là, voilà, méthode, quelle attitude adopter? Là, on rentre dans le dur tout de suite. Alors, déjà, un petit point sur la finance comportementale. Est-ce que vous connaissez un peu le principe de la finance comportementale? Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, la diffusion, et puis la vidéo bourse en plus, la diffusion, je dirais, des bases se fait très facilement. Donc c'est vrai que le principe de la finance comportementale, c'est l'utilisation de la psychologie pour essayer de comprendre certains phénomènes. Bon, c'est un peu ce qu'on a vu dans le test 1, 2, 3 tout à l'heure, vous voyez. Donc on ne va pas tout dire, on dirait ça. Mais on va retrouver après dans les biais l'aversion à la perte, vous voyez. L'idée que le postulat de base, c'est que le trader n'est pas totalement rationnel. Est-ce que le prix est rationnel? Non. Un prix aujourd'hui, qu'est-ce que fait un trader en fait? Il essaye de deviner ce que vont faire les autres pour anticiper ce qui va se passer. C'est vrai que si vous achetez aujourd'hui, donc ça veut dire que vous pensez que ça va monter par exemple, donc vous anticipez que les autres vont acheter. Donc vous ne projetez jamais en qu'est-ce que ça vaut à l'instant T. Vous vous projetez en permanence dans que vont faire les autres. Est-ce qu'ils vont acheter ou pas? Donc est-ce que la rationalité du prix à l'instant T est votre préoccupation? Non. Votre préoccupation, c'est d'essayer de deviner, peut-être de comprendre ce qu'ils vont faire. Et vous dites, ils vont payer parce que. Ou ils vont vendre parce que. En tout cas, c'est une idée que vous allez vous faire. Ça, c'est l'aspect, on va dire, fondamental. Il peut que vous ayez un peu de bon sens, c'est comme ça que vous allez réfléchir. Mais c'est ce que font les gens. En fait, ils ne se préoccupent pas du prix, ils se préoccupent de ce que vont faire les autres. Donc, est-ce que le prix est rationnel? Non. Enfin, en tout cas, sur des courtes périodes, quand on voit les prix évoluer de plusieurs pourcents,
Qu'est-ce qui fait que le matin il est là et le soir il est là ou l'inverse? Parfois il peut y avoir des écarts de 4-5%. Un problème de rationalité en tout cas. Bon, après, on va dire que la perception du risque est liée à vos performances. Oui, lorsque vous perdez, vous ne ressentez plus que les risques. Bah, vous avez le stress, c'est sûr, la peur, les échecs, etc. Puis c'est pareil, quand on gagne, on a plutôt tendance à voir les choses tout en rose et à tomber dans l'euphorie, et à en faire trop et à se foutre en l'air. Bon, en général, quand on commence à être euphorique, on prend une baffe et on perd confiance. Alors ça c'est pareil, hein, ce phénomène de confiance, on en reparlera, comment travailler la confiance sur un marché, etc. Si vous voulez, l'euphorie ne dure jamais longtemps et quand on se prend une baffe, le côté je ressens plus que les risques, je vois plus que tout en noir, oh là je vais acheter, je vais me faire avoir, ou je vais vendre, je vais me faire avoir, c'est mort. Dès que vous avez ce sentiment, il faut arrêter la bourse. Il faut arrêter, tout de suite. Vous allez faire des conneries. Mais, encore une fois, cette sensation, c'est pas propre à vous, hein, c'est propre à tout le monde. D'accord? Moi, ça m'est arrivé, évidemment, comme tout le monde, de me dire, oh putain, sans quoi que je fasse, je fais des conneries. Enfin, marcher par votre sens. Bon, ouais, j'arrête. Ça ira demain. Ça ira mieux. Bon, après, ça évolue au fur du temps, parce que, moi, si vous voulez, maintenant, c'est vrai que ce que j'ai pour moi, encore comme je disais tout à l'heure, c'est pas que je me crois un bon trader, c'est que j'ai confiance dans ce que je fais. C'est-à-dire que je sais que je passe par des échecs, par des pertes temporaires, et qu'à la fin, je sais que je vais gagner quoi qu'il se passe. Je sais que je peux me tromper, mais le fait est que je gagne, donc je ne m'affole pas. Donc à un moment donné, quand vous avez vraiment hyper confiance, c'est bon. Mais c'est une confiance que j'ai mise en place sur 30 ans. Sur les 2 jours, là, vous avez fait quoi, Jean-Louis? Ces derniers jours, hein, Ces 2 derniers jours? vous ne coulez pas grand-chose. Tout le monde, il n'a pas 30 ans devant lui. Hein. On est tous handicapés mentalement. On n'est pas fait pour ça. Prendre des décisions avec des effets de levier de 10, quand vous paumez de l'oseille, si vous n'avez pas été capable de vous déculpabiliser en suivant une méthode, si vous n'avez pas réfléchi avant sur ce que vous allez faire, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation délicate, si vous ne l'avez pas acceptée, automatiquement vous ne saurez pas la gérer. Pas parce que vous êtes stupide ou nul, parce que vous êtes voilà, un homme avant tout, homme avec un grand H. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, j'insiste beaucoup sur des choses comme ça, se déculpabiliser de perdre, suivi une méthode, etc. Ça c'est important, c'est très important. Partir du principe que, par exemple, aujourd'hui, les marchés sont davantage des outils qu'une représentation de l'économie. Bah, ça, je sais pas, ça me paraît évident, j'espère maintenant. Donc c'est vrai que le bon sens, là-dedans, il est loin. Qu'est-ce qui fait qu'on va chercher un 12 tout à l'heure, un 14 tout à l'heure, on est revenu, je sais pas combien, je sais pas ce que ça vaut maintenant. Un 14, c'est presque revenu. 14. Ouais. C'est pas l'état de l'économie, hein, c'est la spéculation sur demain, ce qui va se passer. Alors, parce que c'est in ou out, ok, mais c'est 60-40 ou c'est 49-51, pas la même chose. Ou une semaine pour Vous m'avez entendu sur Ou une semaine pour te recompter. Aussi. J'avais fait hier un rapprochement avec Maastricht, je sais pas, hier soir, j'ai fait l'émission de Close, là, et Maastricht est passé, le oui est passé, le référendum, hein, enfin, le 92, est passé, je ne sais plus, très peu, à un point, un truc comme ça. Lundi matin, c'était pas l'euphorie, c'était pas du tout l'euphorie. La vol était montée à 55 le soir, le vendredi soir, elle démarrait à 25, montée à 55, c'était énorme. Le marché ne bougeait pas trop, hein. Et la vol montait. Le lundi, le marché ouvre inchangé. Ils étaient contents, mais ils ne s'est pas compensé. D'accord. Oui, je suis content, mais 51, soit 49. La vol, 55, 20. Ça veut dire qu'à ce départ. Et le problème, c'est... Tout à coup, ils se sont dit, ouais, mais faire une Union européenne comme ça, dans ces conditions-là, faire un traité comme ça, dans ces conditions-là, alors que
À 49,51, c'est pas très glorieux. Donc du coup, après, le marché était parti un peu en baisse, etc. Mais ça avait posé beaucoup de questions. Alors, si on considère que le bon sens va être pris à défaut, que vous, de toute façon, vous ne pouvez pas tout intégrer, on dit souvent que l'analyse chartiste, technique n'est pas une science exacte, ce qui est une vérité. De toute façon, la bourse n'est pas une science exacte et l'économie non plus. C'est-à-dire que faire des projections économiques, vous voyez bien le côté aléatoire des choses, c'est soumis à des décisions politiques qui vont intervenir entre-temps, etc. C'est très compliqué pour tout le monde. Donc, de toute façon, que ce soit une approche chartiste ou une approche fondamentale, la part d'aléatoire est importante. Et au moins, dans le chartiste, on base sa réflexion sur un graphique qui représente un véritable intérêt, acheteur, vendeur, etc. Donc, il faut avoir une approche chartiste et technique. Chartiste pour, on va dire, interpréter les figures qu'on va voir tout à l'heure. Et technique, c'est, vous allez voir ce qu'on va l'appeler, c'est-à-dire les signaux techniques, ça peut être un croisement immobile, n'importe quoi. Et seule cette combinaison chartiste-technique, évidemment comportementale, donc sera profitable. Donc il y a de grandes chances qu'une réflexion fondamentale vous fasse perdre de l'argent. La force qui fait bouger les marchés, c'est la résultante de toutes les interventions découlant des connaissances des différents intervenants et bien sûr des initiés. Alors, les approches fondamentales et techniques peuvent être complémentaires, mais plus on réduit l'horizon de trading, plus l'analyse technique et le chartiste est efficace, et probablement la seule efficace. En gros, comme les choses ne changent pas, les fondamentaux ne changent pas en 5 minutes, qu'est-ce que vous allez réfléchir sur le plan fondamental, à quoi ça sert de réfléchir fondamentalement aux choses, si c'est pour scalper par exemple. Donc vous êtes obligé d'avoir une approche technique chartiste, pas le choix. Qu'est-ce que vous allez faire? On s'en fout. Donc plus on réduit l'horizon de trading, plus le côté technique chartiste, évidemment, prend l'importance. Éventuellement, dans une perspective beaucoup plus long terme, à ce moment-là, évidemment, les approches fondamentales prennent le dessus, c'est-à-dire finissent par apporter, enfin, on va tendre vers un prix rationnel, peut-être sur un horizon beaucoup plus long. Mais par où on sera passé entre-temps? Le problème, c'est par où on passe. C'est sûr. Le problème du signal technique, c'est qu'il ne vous fera pas acheter au plus bas, il ne vous fera pas vendre au plus haut. Et puis, dans des marchés où, très algorithmés, où parfois on touche un point et ça repart comme une balle, là vous allez être embêté parce que le signal technique, il va se déclencher trop tard. Un signal technique, en fait, si vous voulez, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un mouvement, d'un retracement par exemple, d'une stabilisation et d'un redémarrage dans un sens ou dans un autre. Mais il a besoin d'une phase, je dirais, pas trop rapide. Après, ce sera peut-être un repère chartiste, sinon qu'il faudra prendre en considération. On vient sur un niveau, si le marché fait ça, si le niveau, vous ne l'avez pas identifié avant comme un support, rien ne vous dira d'acheter là. Si la technique, si ce marché fait ça, il va vous faire acheter là, c'est trop tard. Pour qu'il soit efficace, aussi la technique, il faut qu'on aille sur le niveau, par exemple, sur un niveau quelconque, sur un repli, que ça stabilise un petit peu, qu'on ait une petite dérive horizontale. Alors une petite, il faut voir l'outil que vous allez utiliser. Hein. C'est là où j'ai utilisé, moi j'ai inventé un signal rapide qui va se déclencher en gros entre 6 et 13 minutes, entre 6 et 12, et un signal plus lent qui va se déclencher entre 13 et plusieurs heures, 13 minutes et plusieurs heures. Et c'est déjà précis. 6, 12, c'est précis. Donc 6, 12, 13 et plusieurs heures, avec des petites variantes. Mais il faut un minimum de stabilisation. C'est le problème du signal technique. Il ne va pas fonctionner dans un trading range avec une sinusoïde comme ça, toute petite. Ça va poser problème. Du coup, après, ça va se transformer en quoi? Sur un chartiste. Parce que si ça fait une petite sinusoïde, ça fait un rectangle, par exemple, et vous allez vous dire, bon ben voilà, si ça franchit par le haut, par le bas, j'ai un signal d'entrée sur le marché. À la hausse ou à la baisse. On va dire que le
signal technique donne un repère important, le bon moment pour intervenir, et donc va vous donner le market timing. D'accord? C'est-à-dire que vous avez des chances qu'à partir du moment où le marché, imaginons vous cherchez à acheter, le marché se baisse un peu, stabilise, remonte, déclenche un signal technique. Normalement, l'idée c'est, je déclenche et puis ça va y aller. Donc ça veut dire que c'est un market timing, c'est le ding, 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 il faut acheter, c'est l'alerte, j'achète, ou je vends. Voilà. Donc ça, c'est un repère, market timing. Alors que l'analyse chartiste, c'est un repère du meilleur prix. D'accord? Donc celui à la fin, c'est ce que je marque. C'est le repère chartiste donne le juste prix. Si vous savez analyser un chart, vous identifiez des niveaux support-résistance et vous avez peut-être une chance de... Le problème de l'analyse chartiste, la différence de l'analyse technique, c'est très binaire, hein, c'est oui ou c'est non. L'analyse chartiste réclame beaucoup d'expérience pour pouvoir être fait correctement. Derrière un graphique, il y a un message codé, si vous voulez. Un message codé, et vous ne pourrez le décrypter, ce message, que si vous connaissez parfaitement la nature du marché, comment il est fabriqué, ce marché, et ce que font aussi tous les acteurs de ce marché, leur rôle, leur métier, leurs problématiques, leurs buts. Vous ne pouvez pas l'inventer, ça. Et c'est ce que nous, on essaye d'apprendre aux gens. C'est qu'est-ce qui fait un prix? L'offre et la demande. Derrière tout ça, il y a autre chose. Surtout quand on cherche à gagner de l'argent sur des périodes de plus en plus courtes. Et tout le monde essaye de gagner de l'argent sur des périodes de plus en plus courtes. Même les gestions, malheureusement, essaient de le faire. Donc, décrypter un graphique, on peut toujours le faire. Mais le faire avec succès, c'est pas toujours facile. Bonjour Fabien. Alors effectivement le Brexit c'est le sujet du jour. On a les votes qui ont commencé ce matin à 8h30. On va avoir eh bien, finalement des premières publications à 2h30 du matin. Il va s'en suivre une à 3h30, 5h30. Et apparemment on aura le communiqué officiel en direct de la mairie de Manchester à 10h vendredi. Donc là on va avoir une nuit très agitée sur les marchés. Pour ceux qui ont pu suivre ce que l'on a fait au cours de la semaine dernière au niveau de ce sujet-là, on a pas mal travaillé sur la thématique Brexit. Fabien, nous on pense que c'est globalement pricé sur les marchés en vue des mouvements qu'on a eu là depuis le début de semaine. Donc on dit toujours que la volatilité est attendue quand on a des nouvelles qui prennent à contre-pied le consensus ou les anticipations. Là les anticipations elles sont sur le Bremain, donc il est sûr et certain qu'on aura beaucoup plus de volatilité en cas de Brexit. Sur un scénario Bremain, nous on pense que finalement les tendances qui sont affirmées depuis le début de semaine pourraient être amenées à se consolider, puisqu'on est vraiment sur une anticipation de l'événement. Si on a un réel Bremain, j'ai du mal à penser que le câble puisse encore continuer jusqu'au 1,50, 1,55. Je pense qu'on va se tasser, on va consolider. Par contre, à contrario, je pense qu'on a un risque de volatilité bien plus accentué en cas de Brexit. Ouais. Ouais, c'est certain. Et on revient un peu à l'adage boursier qui dit acheter la rumeur, vendre la nouvelle, et ça peut être vrai pour l'inverse également. Pourquoi pas, on est déjà très haut, tu disais, sur des plus hauts historiques, sur la live outstanding face au dollar. Plus haut annuel, pardon. Merci David pour toutes ces réponses. Je te laisse bosser. Et pour ceux qui sont intéressés, on vous retrouve au quotidien dans différentes vidéos, sessions de trading, etc. D'ailleurs, peut-être quelques mots à ce sujet. Comment tu définirais ce travail d'accompagnement des clients ? Alors pour le moment c'est assez récent. Là on donne des séances de trading en direct le mardi et le jeudi à 19h. On fait des webinaires de formation le lundi, mercredi à 19h et le vendredi à 13h. Et on a une matinale tous les jours à 9h15. Là on est en train de traiter avec des partenaires pour essayer d'accroître le service, d'externaliser certaines choses. Je pense notamment aux personnes qui sont intéressées par l'indicateur Ishimoku. Moi ce que je fais en séance de trading en direct ou lors des matinales, je travaille que finalement avec le chart sans indicateur technique. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très intéressées finalement par l'interprétation des graphiques avec Ishimoku. Moi, de mon point de vue, j'essaye eh bien, finalement de convenir à un maximum de personnes, donc de ne pas travailler avec un RSI plutôt qu'un CCI. Vraiment, moi, je travaille avec un plan de trading très épuré seulement sur les graphiques. Mais pour ceux qui sont friands finalement de plan de trading, je dirais, basé vraiment sur des indicateurs, on va essayer d'externaliser de façon à ce qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, Fabien. Parfait, bonne continuation. Et s'il fait ça, je prévois de faire cela. Mais il n'est pas de deviner ce que va faire le marché. Évidemment, on essaye d'établir un scénario probable, ça c'est évident.
comme dans une partie d'échecs, je ne sais pas ce que va me jouer l'adversaire. Il est probable qu'il me joue ça, par exemple. Moi, je vais attaquer le centre. Lui, il est en train d'attaquer, par exemple, de construire une position de... Je sais pas, il y en a qui sont aux échecs, non, ici Oui. Donc, si je dis, par exemple, il prépare une majorité de pions à l'aile dame, il va attaquer, etc. Ça vous parle, ça? Bon, ben lui, il a plutôt ça. Moi, j'essaie de faire ça, etc. Je devine son plan. Mais je ne peux pas tout prévoir. D'accord? Mais s'il fait ça, je fais ça. Voilà, c'est des variantes. Et donc, il faut accepter que la bourse soit pareille. Et le coup d'avance, c'est ça. C'est prévoir à l'avance la réponse que je vais apporter à une situation. Ce qui ne m'empêche pas d'y réfléchir un petit peu. Mais quand même, je prévois les choses à l'avance. Oui. 1, 2, 3 coups. Ah, ben 5 coups et avec des variantes sur les coups. Là, c'est beaucoup plus simple parce que je prévois si ça monte, qu'est-ce que je fais, si ça baisse, qu'est-ce que je fais. J'achète, ok, ça monte. Qu'est-ce que je fais, ça baisse, qu'est-ce que je fais. Ok, ça monte encore. Bon, ben là, c'est pareil, ça monte. Qu'est-ce que je fais? Je vais le faire sur 2 niveaux, mais pas plus, ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça. Et après, je laisse porter quelque chose. Si ça sourit dans la tendance, je vais laisser porter un solde. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vais réussir à choper la tendance, en laissant porter quelque chose dans le sens. Donc, l'analyse chartiste, bon, on n'est pas une science exacte, il faut l'accepter. Elle est en grande partie basée sur la compréhension de la psychologie du marché, donc de la psychologie des opérateurs. Comment bien interpréter cette psychologie si vous ne connaissez pas le métier des différents acteurs, ça pose problème. Vous comprenez ça? Vous ne comprendrez la psychologie du marché que si vous comprenez la psychologie des personnes qui sont sur ce marché. Donc, le spéculateur, l'arbitragiste, bon, il a un rôle de psychologie, bien sûr, mais voilà, chaque acteur a des problèmes à résoudre, et si vous comprenez un peu tout ce fonctionnement, vous allez progresser énormément dans la compréhension, justement, de ce graphique du message codé qui vous est envoyé. Il faut comprendre, il faut avoir le décodeur. En gros, voilà, la compréhension, c'est savoir au moins décoder le message qu'on veut marcher, le message étant ce graphique. Alors, l'attitude, c'est évidemment, si je ne m'autorise pas à perdre un petit peu, je ne peux pas gagner, ça c'est obligatoire. Quand il y a des gens qui viennent me voir en disant, écoutez, j'ai beaucoup perdu, donc là je ne peux pas perdre plus, je leur dis, il vaut mieux arrêter, parce que le problème, c'est que la perte fait partie intégrante du trading. C'est-à-dire que si vous ne l'acceptez pas, évidemment, moi aujourd'hui, mon état psychologique est très différent de quelqu'un qui démarre et qui, moi je le conçois très bien, hein, je le comprends très très bien. La personne se dit, tiens, à ma retraite, j'ai plusieurs possibilités, soit j'ai une autre passion, je ne sais pas, le cyclisme, machin milieu, soit le bridge, soit les échecs, ça peut être ça aussi. Hein. Moi j'ai des clients qui font ça parce que ça leur permet de faire marcher le cerveau et ils en font très contents. On peut avoir plusieurs... Mais le gars qui vient voir en me disant je me suis fait torcher, ou celui qui a, je dirais, 100 000 euros, qu'il a durement gagné, sur lequel il a payé les impôts, et qui se dit voilà, je perds 5000 balles en 5 secondes, je pète les plombs. S'il n'accepte pas de perdre 5000, de toute façon c'est certain que c'est beaucoup, donc peut-être qu'il peut perdre beaucoup moins, ça, il faut réduire les positions, mais en même temps, à cette personne, je dois lui dire, mais vous êtes obligé d'accepter de perdre de l'argent sur les marchés. C'est pas concevable de ne pas accepter d'en perdre. Si vous avez gagné avant, c'est plus facile, peut-être, je ne sais pas, mais c'est même pas sûr. Même pas sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, si je devais perdre 1 million d'euros, ça m'embêterait. Mais en même temps, franchement, si je les perdais comme ça me donnerait la rage, enfin, pour bosser, vous voyez, pour me dire, bon allez, je vais la gagner. Et je sais que je la gagnerai. Maintenant, le gars qui perd tout ce qu'il a mis de côté en se lançant sur le marché, il y en a pas mal. Hein. Là, l'état psychologique, c'est pas le même. Hein. Donc c'est pour ça que dès le départ, il faut que la personne comprenne que vraiment, vous devez accepter de perdre. Pour mieux gagner, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas, même sur une gestion option, etc., on ne peut pas encaisser et puis ne pas accepter d'en rendre une partie. Je travaille beaucoup en anticipation, par exemple, en fonction des... ça aussi, il va falloir que vous appreniez à le faire d'une manière vraiment naturelle. Prenons par exemple une ligne de coup, un marché qui a fait ça et qui fait ça.
Et il fait un truc comme ça. Et il fait ça. Vous pouvez deviner d'une manière assez simple la possibilité que le marché fasse quoi? Ici, une épaule et qui revient. Donc, vous anticipez l'épaule. Mais si, par exemple, vous achetez là, où est-ce que vous vendez? Si la tendance, par exemple, est haussière, moi, je vais considérer que le marché peut continuer et faire un double appui, voyez-vous. Donc, je vais systématiquement, dans la lecture d'un graphique, travailler par constatation, éventuellement, d'une figure qui s'est mise en place, mais aussi, je vais constamment travailler dans l'anticipation de la figure. Et en me servant d'un sens prioritairement haussier, donc de la tendance qu'on définit tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure, je vais être en situation d'acheter ici, si jamais le marché fait une épaule, je ne vais même pas forcément attendre la rupture de la ligne de coup, parce que la théorie c'est j'achète ici, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Je vais tenter un achat, et je vais même tenter un achat si la tendance est haussière, et peut-être que je vendrai si ça casse le double appui, si ça correspond à un niveau important sur lequel je dois agir, bien évidemment. Mais oui, je vais travailler comme ça en anticipation. À partir du moment où on est déjà là, je vais anticiper ça et je vais anticiper ça. Avant même d'anticiper ça. Et là, ici, pareil, quand on fait ça, je vais anticiper le double top. Je ne sais pas si ça va faire ça et je pourrais jouer ça. Je ne sais pas si ça va faire ça. Et si ça fait ça, par contre, c'est-à-dire qu'au moment où ça fait ça, je sais déjà que si le marché revient en pullback sur la zone, je vais me barrer. Et je vais tout le temps savoir ce que je vais faire à l'avance. Voilà. Bon, après, la lecture chartiste, vous voyez, c'est comme toute chose. Hein. Plus vous en ferez, plus vous allez progresser. C'est pas compliqué, hein. C'est vraiment bouffer du graphe. Quand on le fait pendant des années, à un moment donné, si vous voulez, les choses deviennent, alors pour le coup, extrêmement naturelles. Vous voyez, vous allez très vite, vous allez gagner en efficacité, en vitesse, à tous les niveaux. C'est vrai que c'est quand même assez sympa. Bon, en gros, on va aller assez vite pour ça. Par contre, on va donc passer directement après aussi. Donc, la notion de pullback, vous connaissez cette notion de pullback? C'est vraiment important. Vous pouvez la retrouver sur différents, évidemment, échelles de temps. Épaule, tête, épaule. Là, par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Double appui décalé. Moi, souvent, je joue les doubles appuis décalés, par exemple. Double appui décalé dans l'autre sens. Ça fait presque un contre-pied. Vous voyez ça, on peut dire, c'est le bruit du niveau. Ouais, alors moi, j'ai mis des règles au point extrêmement précises avec un nombre de pips ou de points. Voilà. Donc, on s'est déclenché ou c'est pas déclenché. C'est pas... voilà. On peut se tromper, mais... Ou le nombre de bougies, non? Non, c'est Jamais. C'est en point ou en pipe. Jean-Louis, sur un double appui ou un double top décalé, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu anticipes un décalage vers le haut, vers le bas du deuxième appui? Quand il y a beaucoup de gens qui veulent... Non, mais le problème n'est pas d'anticiper qu'il y aura un double appui décalé dans ce sens-là. L'idée, c'est que moi, je mets toujours, par exemple, un peu au-dessus du précédent, parce que s'il y a ça, je suis fait. S'il est parfait, je suis fait. Et s'il est imparfait, je suis fait également. Tandis que si je ne le fais pas, là, je vais le rater. Et cette situation est souvent la plus violente, enfin la plus forte. Pourquoi? Parce que justement, tous ceux qui voulaient acheter n'ont pas acheté, puisqu'ils ont visé le double appui parfait, par exemple. Donc, en gros, ça veut dire que moins il y a d'acheteurs dans cette zone, moins il y a de vendeurs quand ça monte. Vous devez toujours réfléchir dans ce sens-là. C'est quoi un acheteur? C'est quoi un vendeur? Un acheteur, c'est un vendeur potentiel. Donc, s'il y a moins d'acheteurs dans cette zone, parce qu'ils ont voulu acheter là et qu'on s'est arrêté là, eh bien,
Évidemment, si j'ai raison d'avoir acheté, je vais rencontrer moins de vendeurs quand ça va monter. Puisqu'il y a eu moins d'acheteurs, donc moins de vendeurs. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Donc je vise toujours, si vous voulez, cette situation de double appui légèrement décalé. Si je vois 48 plus bas, je vais mettre un achat à 51, ou quelque chose comme ça, ou 38 et 50.5, un truc comme ça. Et je vais tout le temps, systématiquement, faire ça comme ça. Les volumes jouent. Hein. Alors, sur les dérivés, les volumes n'ont aucun intérêt. Donc, vous verrez qu'on n'utilise pas les dérivés. On utilise éventuellement des densités d'échange, mais pas de volume. Ça n'a aucun intérêt les volumes parce que ça ne peut que vous tromper. Il y a beaucoup de volumes qui sont des volumes d'arbitrage. C'est que il n'y a pas de tricheur à la table. Vous voyez? C'est tout ce qu'on lui demande. Vous, votre seul business, c'est d'appliquer la méthode. Je ne dis pas que c'est simple d'appliquer la méthode, bien sûr. Mais si vous avez confiance, ce sera relativement simple. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas parce que vous êtes complètement con. C'est quelque part, vous n'avez pas confiance. C'est tout. Pourquoi? Souvent à cause d'un passé, où en fait ce passé c'est un passif qui en a résulté. Donc vous avez les fameux traumatismes qu'on rencontre souvent. Moi aussi, hein, j'ai des traumatismes entre guillemets, parce que j'ai vécu de nombreux cracks, donc on a des biais à jouer, plus souvent la vente que l'achat ou l'inversement, mais bon voilà, il faut essayer de dire, bah oui, je suis un traumatisé des effondrements de marché, même si parfois j'en ai profité, mais j'ai été dans des situations quand même assez incroyables, et pas qu'une, hein, pas deux, pas trois, mais un bon paquet, hein, depuis 1981. Moi j'ai connu aussi Mitterrand, donc le lendemain matin ça ouvert à moins 40, hein, les marchés. Enfin, rien qui cotait, rien qui cotait. Il a fallu attendre le lendemain pour que ça cote. Et puis après, 87, la guerre du 90, etc. Quoi. La crise asiatique, russe, 2003, enfin 2001, 2003, 2007, 2008, là, 2008. Il y a quand même un sacré paquet de cracks. Donc on est marqué par ça, mais il faut justement en prendre conscience, se dire voilà, j'ai cette tare, entre guillemets, j'ai ce problème-là, donc il faut que je trouve un moyen de l'effacer, tout simplement. On y arrive, bien sûr qu'on y arrive, mais c'est du travail, et puis c'est d'humilité de se dire, voilà, ma faiblesse, elle est là. Donc à partir du moment où tu as identifié ta ou tes faiblesses, déjà tu es capable de passer outre, de les gommer, d'avancer, de progresser. Voilà. Donc ce travail de confiance et de rapprocher la théorie avec ce que j'ai fait, mesurer cette divergence, c'est important, c'est super important à faire, il faut le faire tous les jours. C'est sûr que vous allez être amené à le faire à partir du moment où la méthode, vous allez la comprendre parfaitement bien. Bon, de toute façon, en travaillant, vous allez aussi faire des progrès dans la compréhension des signaux, etc. Et c'est ce travail qu'il faut faire au quotidien, c'est au quotidien qu'il faut le faire, tous les jours. C'est un travail qu'on peut être amené à faire pendant des années. C'est-à-dire qu'on peut peut-être s'en passer, et puis à un moment donné, même moi, je me dis, attends, Jean-Louis, t'as déconné, si t'avais appliqué la méthode, tu aurais gagné. Alors j'ai pas besoin de regarder mes graphiques et puis de comparer, je le sais dans ma tête. Hein. Je sais que j'ai déconné, je sais où j'ai déconné. De toute façon, à partir du moment où j'appuie sur le bouton, et je sais que je suis en train de déconner. Je le sais, tout de suite. Je sais ce que je fais. Alors, les excuses, le marché il s'en fout. Après, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangé pour que quand je fais ce genre de truc, parce que j'ai envie de jouer, je sais pas, j'ai envie de faire un truc, je devrais pas, mais je le fais. Bon, enfin, il y a ceux qui font rien, hein, qui croient que tout ce qu'ils font c'est parfait. Bien sûr, tu fais rien, c'est facile. Tu fais pratiquement rien, quasi rien. Mais quand tu es tout le temps, en full time, vague émotionnelle, tu es censé, enfin tu es tenté d'appuyer sur le bouton. Donc bah, tu le fais plus modérément, ou tu as prévu de le faire avant, donc tu t'es arrangé avec des options, des machins. Par exemple, tu te dis, ah, putain, ils vont anticiper ces cons-là avant le référendum, je suis sûr qu'ils vont anticiper. Marché, j'ai quand même dit au plus bas, il ne faut pas t'inquiéter, il n'y aura pas de pression vendeuse, il n'y a aucun programme de vente. Enfin,
Daniel, tu m'as entendu le dire 10 fois sur le forum. Et tu pouvais penser aussi, allez, je suis sûr, c'est une connerie de penser que ça allait monter. Pourquoi? Alors tu te dis, tiens, je vais acheter des calls. Alors tu achètes des calls. Bon, le marché monte, tu as eu raison. Puis tu as envie de vendre. Et tu te dis, c'est une connerie de vendre avant le référendum. Il est tenté, putain, ça va prendre 300 points pour des prunes. Qu'est-ce qui va changer le vendredi matin ou lundi? Rien du tout. Tu as envie de vendre. Alors, comme tu sais que tu es un tordu et que tu vas le faire à un moment donné, bah, tu as acheté des calls avant, du coup tu vends le futur, et il peut rien t'arriver. Tu as réalisé tes deux fantasmes, un en achetant le call, et l'autre en ayant préparé la vente des futurs par l'achat de call. Il ne peut rien t'arriver. Moi, ce que j'ai fait, je sais que beaucoup sont amusés à dire « Ah, c'est pas prudent, mais c'est exact. » Je l'ai dit en temps réel, j'ai vendu de la volatilité au plus bas à 4150 sur le futur, notamment sur le CAC. Enfin, sur le aussi, mais j'ai vendu de la vol. Je peux vous dire que bon, la vol reste très élevée, mais les options, avec le mouvement de rebond, wouh. Puis après, tu peux couvrir soit en vendant un petit peu de futur en delta, soit carrément en vendant des calls. Parce que si vous calculez, vous pricez, si vous voulez, une hausse des marchés importante, il va falloir que vous pricez un effondrement de la volatilité, vous calculez, et vous allez voir que vous perdez pratiquement rien si le marché monte assez fort sur des calls 4007, 4008. Donc c'est même pas la peine d'acheter, vous ne gagnerez pas. C'est ce que j'ai expliqué ce matin. Mais c'est pareil sur les monnaies. Si vous avez, je ne sais pas combien avait la vol, là, on m'a dit 30, ça me paraît quand même beaucoup. Je me souviens quand ils pensaient que l'euro allait disparaître, on était à 17 de vol, ce qui était énorme, parce qu'en temps normal, on est à 8 plutôt. 7, 8. C'est possible, hein, tout est possible. Si tu as raison, le problème c'est que tu es baisé par la baisse de volatilité. Donc ça sert à rien. Est-ce que tu fais des options sur le change? Ouais. Mais à ce moment-là, je vends du 6 mois out et je laisse sécher parce que je sais que tu ne peux pas travailler. Ça m'est arrivé, très peu, mais ça m'est arrivé. Et du CFD, vous faites pas, vous faites que du futur. Non, j'en fais aussi du CFD. Ouais.